Dans le petit village de Saint-Benoît-sur-Valmont, niché entre les collines verdoyantes et les bois humides de la campagne française, la vie suivait un rythme immuable depuis des générations. Chaque pierre des maisons centenaires, chaque sentier serpentant entre les champs, chaque visage familier au marché hebdomadaire témoignait d'une existence où le changement était rare et souvent mal accueilli. Élodie Moreau avait grandi dans cette atmosphère de traditions ancrées, fille d'une blanchisseuse respectée mais sans fortune. Dès son plus jeune âge, sa mère lui avait répété qu'une femme de leur condition devait chercher la stabilité avant tout, jamais l'aventure. Les rêves, ma petite, c'est pour celles qui peuvent se permettre de tomber, murmurait-elle en pliant les draps des familles aisées du village. Pourtant, quand Élodie annonça ses fiançailles avec Bastien Delacroix, les langues se délièrent dans tout Saint-Benoît-sur-Valmont. Non pas par jalousie ou scandale apparent, mais par incompréhension face à ce choix si ordinaire. Bastien, propriétaire d'une modeste ferme aux abords du village, était un homme qui passait inaperçu, respecté pour sa discrétion et son labeur, certes, mais jamais invité aux tables des notables, jamais mentionné avec fierté dans les conversations du dimanche après la messe. Elle aurait pu mieux faire, chuchotèrent les commères près de la fontaine. Un homme si simple, ajoutait-elle avec un mélange de pitié et de curiosité. Car Bastien Delacroix était exactement cela, simple, du moins en apparence. Les yeux gris-bleus de Bastien reflétaient une tranquillité presque troublante, comme un lac par un matin sans vent. Ses mains calleuses témoignaient d'une vie passée à cultiver la terre, à réparer les clôtures, à nourrir le bétail. Sa voix, rare et mesurée, ne s'élevait jamais, ne portait jamais de colère. Même son sourire, quand il daignait apparaître, semblait contenu, comme s'il craignait qu'une joie trop manifeste ne dévoile quelques secrets. Le mariage fut célébré par un après-midi d'automne, sous un ciel bas et gris. La cérémonie, simple et sobre, rassembla les proches dans la petite église du village. Élodie portait la robe de sa grand-mère, légèrement retouchée par ses propres soins. Bastien, dans son unique costume noir, tenait ses mains avec une délicatesse qui surprit l'assemblée. Pour un homme habitué aux travaux rudes, ses gestes étaient étrangement raffinés. Après les vœux échangés et les félicitations de circonstance, les nouveaux époux s'installèrent dans la ferme de Bastien. La maison, construite en pierre locale, était plus spacieuse qu'elle n'y paraissait de l'extérieur. 3 chambres, une cuisine avec une grande cheminée, un salon où trônaient quelques meubles anciens mais bien entretenus. Élodie fut frappée par la propreté méticuleuse des lieux et par certains détails qui détonnaient avec l'image du fermier modeste. Des livres aux reliures de cuir sur une étagère, une horloge d'un travail délicat, des rideaux d'une qualité surprenante. Les premiers mois de mariage coulèrent dans une routine paisible mais étrangement silencieuse. Bastien se levait avant l'aube, partait au champ, revenait pour le déjeuner que Élodie préparait avec soin. Leurs conversations se limitaient aux nécessités domestiques, les réparations à prévoir, les provisions à acheter au village, les nouvelles du voisinage. Le soir, après le dîner, Bastien s'installait près du feu avec un livre, tandis que Élodie reprisait ou brodait. Cette vie ordonnée aurait pu satisfaire bien des femmes de sa condition, mais Élodie ressentait parfois un vide inexplicable. Non pas l'ennui, plutôt une curiosité grandissante face au mystère qui semblait entourer son époux. Car plus elle observait Bastien, plus elle remarquait des détails troublants. Il lisait avec une aisance remarquable des textes en français ancien, corrigeait parfois d'instinct les erreurs de calcul du marchand de grains et possédait une écriture d'une élégance rare pour un homme qu'elle croyait peu éduqué. Ses manières à table, discrètes mais impeccables, révélaient une éducation qui ne collait pas avec son passé supposé de fils de paysan. Un matin d'hiver, alors qu'elle nettoyait le petit débarras attenant à la cuisine, Élodie découvrit quelque chose qui allait changer le cours de leur existence. Sous une lame de plancher légèrement disjointe, ses doigts trouvèrent une enveloppe ancienne, scellée d'un cachet de cire rouge orné d'un blason complexe, un écu surmonté d'une couronne entrelacée de la lettre D. Le cœur battant, elle examina l'enveloppe sans l'ouvrir. L'adresse, écrite d'une main ferme et élégante, mentionnait simplement « Monsieur B. Delacroix », suivie d'une mention qu'elle ne put déchiffrer entièrement. La tentation était forte d'ouvrir cette lettre, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être le respect dû à son mari,
peut-être la peur de découvrir une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle remit l'enveloppe à sa place et termina son nettoyage. Mais son esprit ne pouvait plus se détacher de cette découverte. Qui était réellement l'homme qu'elle avait épousé? Et surtout, pourquoi gardait-il cette correspondance secrète? Ce soir-là, observant Bastien lire près du feu, Élodie scrutait son visage avec une attention nouvelle. Derrière cette façade de simplicité, elle percevait maintenant quelque chose d'autre, une noblesse contenue, une élégance naturelle, une profondeur qui ne correspondait pas à l'image du fermier humble qu'il cultivait soigneusement. Les questions se bousculaient dans son esprit tandis que les flammes dansaient dans les âtres, jetant des ombres mouvantes sur le visage de son mari. Qui était vraiment Bastien Delacroix? Et pourquoi avait-il choisi de cacher sa véritable identité dans ce village perdu? La nuit tombait sur Saint-Benoît-sur-Valmont, mais pour Élodie, une nouvelle journée venait de commencer. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Les jours suivants, la découverte de l'enveloppe mystérieuse s'écoulèrent dans une atmosphère tendue pour Élodie. Elle observait Bastien avec une attention renouvelée, cherchant des indices dans ses gestes, ses paroles, ses silences. Mais son mari demeurait impénétrable, vacant à ses occupations habituelles avec la même tranquillité apparente. Ce fut un jeudi matin, jour de marché à Saint-Benoît-sur-Valmont, que les événements prirent une tournure inattendue. Élodie S. était rendue au village pour acheter des provisions, son panier d'osier au bras, saluant les visages familiers selon le rituel immuable de ses sorties hebdomadaires. Le marché battait son plein sous les platanes centenaires de la place principale. Les étals colorés des maraîchers voisinaient avec ceux des boulangers, des fromagers et des marchands d'étoffes. L'air embaumait le pain frais et les herbes de Provence, tandis que les voix se mêlaient dans un brouhaha familier et rassurant. C'est alors que Élodie remarqua un homme qui détonnait dans ce tableau champêtre, grand, vêtu d'un manteau de laine fine et coiffé d'un chapeau de feutre noir. Il se déplaçait entre les stands avec une démarche assurée mais prudente. Contrairement aux autres visiteurs, il n'achetait rien, se contentant d'observer et de poser des questions discrètes aux commerçants. Intriguée malgré elle, Élodie ralentit le pas et tendit l'oreille. Elle, étranger, s'approcha du stand de Monsieur Dubois, le marchand de légumes, et sortit de sa poche un papier plié. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il d'une voix courtoise mais ferme. « Connaîtriez-vous par hasard un certain Monsieur Delacroix dans les environs ?» Le sang d'Élodie ne fit qu'un tour. Elle se dissimula derrière l'étal de Madame Rousseau, la marchande de tissus, pour mieux entendre la suite de la conversation. Monsieur Dubois fronça les sourcils, intrigué. « Delacroix, vous voulez dire Bastien, le fermier qui vit près du moulin abandonné ?»« Précisément, » répondit l'étranger, consulta à nouveau son papier. « Bastien Delacroix. Pourriez-vous me dire où le trouver ?»« Oh, mais il n'est pas au marché aujourd'hui, » expliqua le maraîcher. « Il vient rarement, d'ailleurs. Sa femme fait les courses à sa place, la plupart du temps. Mais dites-moi, que lui voulez-vous » Elle, étranger, esquiva la question avec élégance. « Une affaire de famille, rien de plus. Sauriez-vous comment me rendre à sa ferme ?» Dubois lui indiqua le chemin, non sans jeter des regards curieux vers cet homme aux manières si distinguées qui s'inquiétait du sort de leurs discrets voisins. Elle, étranger, le remercia d'un signe de tête polie et s'éloigna d'un pas décidé. Élodie, le cœur battant la chamade, acheva rapidement ses emplettes et rentra chez elle aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Elle trouva Bastien dans la grange, occupé à réparer un harnais de cuir. À sa vue, il leva les yeux et sourit, mais elle crut déceler une pointe d'inquiétude dans son regard. « Tu es rentré bien vite », remarqua-t-il en reposant ses outils. « Tout va bien au village ?» Élodie hésita un instant. Devait-elle lui parler de l'étranger? Elle décida de tester sa réaction. « Il y avait un homme étrange au marché », commença-t-elle prudemment. Un étranger bien habillé qui posait des questions sur les habitants du village. Les mains de Bastien se figèrent sur le cuir qu'il manipulait. Quel genre de questions? Il cherchait quelqu'un en particulier, poursuivit Élodie, observant attentivement les traits de son mari. Il avait un papier avec lui, comme si on lui avait donné des indications précises. Bastien reprit son travail, mais ses gestes avaient perdu leur fluidité naturelle. Les étrangers ne manquent pas, par ici. Des marchands de passage, des voyageurs.
Celui-ci ne ressemblait pas à un marchand, insista Élodie. Ses vêtements, ses manières, on aurait dit un homme de la ville, de Paris peut-être, ou de Bordeaux. À la mention de Bordeaux, Bastien sursauta imperceptiblement. Élodie ne manqua pas ce détail révélateur. « Bastien, dit-elle doucement, en s'approchant de lui, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Quelque chose de ton passé dont tu ne m'as jamais parlé ?» Son mari leva enfin les yeux vers elle, et pour la première fois depuis leur mariage, Élodie y lut une vulnérabilité qu'il s'efforçait de dissimuler. « Mon passé appartient au passé, Élodie, » murmura-t-il. « J'ai choisi cette vie, cette simplicité parce que c'est ce que je voulais, ce que je veux encore. Mais si quelqu'un te cherche, personne ne me cherche, » la coupa-t-il avec une fermeté inhabituelle. Puis, radoucissant le ton, « Et même si c'était le cas, cela ne changerait rien à ce que nous avons construit ensemble. » Élodie acquiesça. Mais au fond d'elle-même, elle savait que les choses avaient déjà commencé à changer. L'enveloppe cachée sous le plancher, cet étranger au marché, les réactions de Bastien, tout cela dessinait le contour d'un mystère qui ne demandait qu'à éclater au grand jour. Le soir venu, tandis qu'il dînait en silence, Élodie ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers son mari. Cet homme qu'elle croyait connaître lui apparaissait soudain comme un livre fermé dont elle n'avait lu que la couverture. Et quelque part dans la nuit qui tombait sur Saint-Benoît-sur-Valmont, elle pressentait que l'étranger n'avait pas renoncé à ses recherches. La tranquillité de leur existence venait de subir une première fissure, et Élodie se demandait si leur bonheur simple survivrait à ce qui s'annonçait comme une tempête venue du passé de Bastien. Dans l'obscurité de leur chambre, allongée aux côtés de son mari qui feignait de dormir, elle sentait le poids des secrets non dits peser sur leur lit conjugal, comme une présence invisible mais terriblement réelle. 3 jours s'écoulèrent, dans une atmosphère pesante. Bastien vaquait à ses occupations avec une nervosité à peine perceptible, jetant parfois des regards vers la route qui menait au village. Élodie, de son côté, oscillait entre la curiosité et l'inquiétude, se demandant si elle devait insister pour connaître la vérité ou respecter le silence obstiné de son mari. Ce fut un soir de brouillard épais, alors qu'ils terminaient leur dîner à la lueur de la lampe à huile, qu'un bruit de sabots résonna dans la cour. Bastien se figea, sa cuillère à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Attendez-vous quelqu'un » murmura-t-elle. Bastien secoua la tête, se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. À travers les rideaux, ils distinguèrent la silhouette d'une femme descendant d'un cheval à la robe claire, ses vêtements fins détonnant dans la rusticité de leur cour de ferme. 3 coups fermes retentirent à la porte. Bastien échangea un regard lourd de sens avec Élodie avant d'aller ouvrir. « Bonsoir, Bastien » dit la visiteuse d'une voix mélodieuse mais teintée d'autorité. « Puis-je entrer ?» La femme était élégante. La cinquantaine avancée, avec des cheveux argentés impeccablement coiffés et des bijoux discrets mais coûteux. Son maintien révélait une éducation raffinée, et ses yeux perçants scrutaient l'intérieur modeste de la maison avec un mélange de curiosité et de dédain à peine dissimulé. « Marguerite, » répondit Bastien d'un ton neutre, « que fais-tu ici ?»« Est-ce ainsi que tu accueilles ta tante ?» répliqua-t-elle en pénétrant dans la pièce sans attendre l'invitation. Son regard se posa sur Élodie, qu'elle salua d'un simple hochement de tête. « Tu dois être l'épouse dont on m'a parlé. » Élodie se leva, troublée par cette apparition inattendue. « Madame, je suis Élodie de la Croix. » « Bastien ne m'avait jamais parlé de sa famille ?» l'interrompit Marguerite avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Cela ne m'étonne pas. Mon neveu a toujours eu tendance à oublier ses origines. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Bastien, debout près de la cheminée, observait sa tante avec une méfiance évidente. « Que veux-tu, Marguerite ?» demanda-t-il finalement. « Directement au fait, comme toujours, » soupira-t-elle en s'installant dans le fauteuil près du feu sans y être invitée. « Très bien. Je viens de Bordeaux avec des nouvelles qui te concernent. Notre famille traverse des moments délicats. » Élodie sentit son monde vaciller. Bordeaux. Cette ville qu'elle avait mentionnée quelques jours plus tôt et qui avait provoqué une réaction si vive chez son mari. « Je t'ai déjà dit, il y a 15 ans que je ne voulais plus rien avoir à faire avec cette histoire, » répliqua Bastien froidement. « Les choses ont changé, mon cher neveu, »
poursuivit Marguerite en lissant sa jupe. Ton père, enfin, disons que ses affaires ne se sont pas arrangées comme espéré. Le domaine familial a besoin de toi. Je n'ai pas de domaine familial, rétorqua Bastien. J'ai cette ferme, cette vie, cette femme, c'est tout ce qui m'importe. Marguerite jeta un regard appuyé vers Élodie, qui se sentit jaugée comme un objet que l'on évalue. Cette charmante jeune femme pourrait également bénéficier de ce que notre nom peut offrir, reprit-elle avec condescendance. Une vie plus digne de son rang des épouses d'un Delacroix de Montclair. Le nom claqua dans l'air comme un coup de fouet. Élodie écarquilla les yeux. Delacroix de Montclair, ce N n'était pas le nom d'un simple fermier. Marguerite, gronda Bastien, la voix chargée d'avertissement. Oh, allons, dit sa tante en agitant sa main gantée. Tu ne comptais tout de même pas garder ce secret éternellement? Ta femme a le droit de savoir qui elle a épousé. Élodie, le souffle coupé, regardait alternativement son mari et cette femme qui venait de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir de son existence. « Bastien » murmura-t-elle. « De quoi parle-t-elle » Marguerite répondit avant que Bastien ait pu ouvrir la bouche. « Votre mari, ma chère enfant, est l'héritier légitime du domaine de Montclair, l'un des plus beaux châteaux de la région bordelaise. Son père, mon frère, possède des vignobles qui s'étendent sur des centaines d'hectares. Était, corrigea sèchement Bastien. J'ai renoncé à tout cela. On ne renonce pas à son sang, répliqua Marguerite avec fermeté, et encore moins à ses responsabilités. La famille a besoin de toi, Bastien. Les créanciers se font pressants, et certains arrangements nécessitent ta présence. Élodie s'assit lourdement, accablée par ces révélations. Son mari, ce fermier humble qu'elle avait épousé, était en réalité un noble qui avait fui sa condition. Pourquoi ? Demanda-t-elle dans un souffle. Pourquoi avoir renoncé à tout cela? Bastien la regarda avec une tendresse mêlée de douleur. Parce que cette vie-là n'était pas la mienne, Élodie. Parce que ce monde-là détruit tout ce qu'il touche. Quelle naïveté, soupira Marguerite. Regardez où vos idéaux romantiques vous ont mené, dans une ferme perdue, avec pour seule richesse quelques arpents de terre et du bétail. Et le bonheur, ajouta Bastien fermement. N'oubliez pas le bonheur. Marguerite se leva, lissant sa robe avec élégance. Le bonheur ne paie pas les dettes, mon cher neveu, et certaines dettes ne peuvent être ignorées indéfiniment. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Je vous laisse réfléchir, mais sachez que d'autres viendront après moi. Et ils ne seront peut-être pas aussi diplomatiques dans leur approche. Après son départ, un silence de plomb s'abattit sur la maison. Élodie et Bastien se faisaient face, séparés soudain par un abîme de secrets et de mensonges par omission. « Explique-moi » dit finalement Élodie d'une voix blanche. « Explique-moi qui tu es vraiment. » Bastien ferma les yeux, sachant que le moment qu'il redoutait depuis 15 ans venait enfin d'arriver. Bastien s'assit lentement dans son fauteuil, le visage marqué par le poids des années de silence. Élodie, encore sous le choc des révélations de Marguerite, l'observait avec un mélange d'incompréhension et de trahison dans les yeux. « Tu as raison, » commença-t-il d'une voix sourde. « Tu mérites de connaître la vérité. » Il passa une main fatiguée sur son visage avant de poursuivre. « Je suis né Bastien de Montclair de la Croix, fils unique du comte Henri de Montclair. Notre domaine s'étendait effectivement sur des centaines d'hectares dans la région bordelaise, avec des vignobles réputés et un château du XVIIe siècle. » Élodie l'écoutait en silence, chaque mot résonnant comme un coup porté à leur intimité conjugale. « J'ai grandi dans ce monde de privilèges et d'obligations, » continua Bastien. « Mon père avait des projets précis pour moi, reprendre le domaine, épouser une héritière convenable, perpétuer la lignée. Mais plus je grandissais, plus je réalisais le prix de ces privilèges. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la nuit qui enveloppait leur humble demeure. Mon père était un homme dur, Élodie. Pour lui, les paysans qui travaillaient nos terres n'étaient que des instruments, des ressources à exploiter. J'ai vu des familles entières chassées de leurs maisons pour quelques mois de loyer en retard. J'ai vu mon père conclure des accords avec d'autres propriétaires pour maintenir les salaires au plus bas. Élodie sentait un mélange de colère et de compassion monter en elle. Colère contre ses révélations tardives, compassion pour la souffrance qu'elle percevait dans la voix de son mari. Le point de rupture est arrivé quand j'ai eu 23 ans, poursuivit Bastien. Mon père avait organisé mon mariage avec Isabelle de Rochefoucauld,
fille d'un autre comte, pour unir nos domaines. Une transaction, rien de plus. Mais surtout, ce mariage devait sceller un accord pour racheter les terres de plusieurs familles de métayers qui ne pouvaient plus payer leurs dettes. Il se retourna vers Élodie, les yeux brillants d'une émotion contenue. Ces familles, Élodie. Elles vivaient sur ces terres depuis des générations. Mon père voulait les expulser pour agrandir notre vignoble. Quand j'ai protesté, il m'a dit que était ça. Être un noble, prendre les décisions difficiles que les autres n'osent pas prendre. « Et qu'as-tu fait » murmura Élodie. « J'ai rompu mes fiançailles la veille du mariage. J'ai signé un document renonçant à mes droits d'héritage. Et une nuit, j'ai pris un cheval et je suis parti. J'avais quelques économies personnelles, juste de quoi acheter cette ferme et commencer une nouvelle vie. » Bastien revint s'asseoir près de Élodie, cherchant son regard. Je voulais prouver qu'on pouvait vivre dignement sans exploiter les autres, que le bonheur n'était pas dans les privilèges, mais dans l'honnêteté du travail et la simplicité des relations humaines. « Et ton père » demanda Élodie, malgré elle captivée par ce récit. « Il m'a déshérité officiellement, ou du moins, c'est ce que je croyais. Apparemment, il n'a jamais validé légalement ma renonciation. Peut-être espérait-il que je reviendrais. » Un silence pesant s'installa entre eux. Élodie assimilait lentement ces révélations qui changeaient tout ce qu'elle pensait savoir de leur histoire. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. « Même après notre mariage ?»« Parce que j'avais peur, » avoua Bastien. « Peur que tu me vois différemment, peur que tu penses que je t'avais épousé par dépit. Parce que je ne pouvais pas avoir la vie aristocratique qui m'était destinée. Et ce n'était pas le cas ?» La question échappa à Élodie avant qu'elle puisse la retenir. Bastien la prit doucement par les mains. « Élodie, tu es la première personne avec qui j'ai ressenti ce qu'était l'amour véritable. Pas l'arrangement, pas le calcul, mais le sentiment pur. Tu représentes tout ce pourquoi j'ai quitté mon ancienne vie. » Émue malgré sa colère, Élodie sentit ses défenses ébranlées. Mais d'autres questions la tourmentaient encore. Cette enveloppe que j'ai trouvée sous le plancher, Bastien soupira. Des lettres de mon père que j'ai reçues au fil des années, il n'a jamais cessé de m'écrire, m'implorant de revenir. Je ne les ai jamais ouvertes, mais je n'arrivais pas à les détruire non plus. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ta tante vient-elle aujourd'hui? Mon père vieillit. Et il semble que les dettes se soient accumulées. Sans héritier présent pour gérer le domaine, les créanciers deviennent pressants. Légalement, je suis toujours l'héritier, que je le veuille ou non. Élodie se leva brusquement, arpentant la pièce d'un pas nerveux. Donc, tout ce temps, j'ai vécu dans l'ignorance. Tu m'as laissé croire que j'y épousais un simple fermier, alors qu'en réalité, tu as épousé un homme qui a tout quitté pour ses convictions. L'interrompit Bastien avec fermeté. Un homme qui préfère cultiver sa propre terre plutôt que de vivre du labeur des autres. Mais maintenant, ils reviennent, murmura Élodie. Ta tante a parlé d'autres visiteurs, moins diplomatiques. Je n'ai pas l'intention de céder à leur pression, affirma Bastien. Ma place est ici, avec toi. Cependant, au fond de ses yeux, Élodie percevait une inquiétude qu'il s'efforçait de dissimuler. Elle comprenait maintenant que leur tranquille existence venait d'être irrémédiablement troublée par le retour d'un passé que Bastien croyait avoir définitivement enterré. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, mais l'atmosphère dans la pièce était chargée d'une tension nouvelle. Car si Bastien n'avait fui son héritage 15 ans auparavant, cet héritage, lui, semblait déterminé à le rattraper. Les jours qui suivirent la visite de Marguerite furent marqués par une tension palpable. Élodie et Bastien tentèrent de retrouver leur quotidien habituel, mais les révélations avaient créé une fissure invisible dans leur intimité. Chaque geste, chaque parole semblait maintenant chargée d'un poids nouveau. Ce fut un matin brumeux d'avril qu'un équipage élégant remonta l'allée menant à leur ferme. 2 chevaux noirs tiraient une calèche aux ferrures brillantes, conduite par un cocher en livrée. Bastien, qui réparait une clôture près de l'étable, se figea en voyant le véhicule s'approcher. Un homme d'une 50aine d'années en descendit, grand et distingué, vêtu d'un costume sombre de coupe impeccable. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement peignés, et une montre en or pendait à son gilet. Il tenait à la main une serviette de cuir usé qui semblait contenir des documents importants. « Monsieur Bastien de Montclair de la Croix » demanda-t-il d'une voix grave et mesurée. « Bastien de la Croix, tout simplement.
corrigea ce dernier en s'essuyant les mains sur son tablier de toile. L'homme sourit, mais son sourire ne reflétait aucune chaleur. « Permettez-moi de me présenter. Jean Chevalier, notaire de la famille de Montclair depuis plus de 20 ans. J'ai eu l'honneur de servir votre père. Et aujourd'hui, je viens vous parler au nom de votre famille. » Élodie, qui avait observé la scène depuis la fenêtre de la cuisine, sortit pour rejoindre son mari. Jean Chevalier la salua d'un bref hochement de tête avant de reporter toute son attention sur Bastien. « Monsieur Delacroix, commença-t-il en ouvrant sa serviette, je me dois de vous informer que votre père, le comte Henri de Montclair, a subi récemment des revers financiers considérables. La situation du domaine familial est critique. Je ne suis plus concerné par ces affaires, répondit Bastien fermement. Détrompez-vous, répliqua le notaire en sortant plusieurs documents. Votre renonciation d'il y a 15 ans n'a jamais été légalement validée. Votre père s'y est opposé, espérant sans doute votre retour. Aux yeux de la loi, vous demeurez l'héritier légitime. Jean Chevalier étala les papiers sur une caisse en bois qui traînait dans la cour, les maintenant contre le vent léger. Le domaine de Montclair comprend le château, 300 hectares de vignobles, les fermes attenantes et plusieurs dettes considérables contractées ces dernières années. « Quel genre de dettes ?» demanda Élodie malgré elle. Le notaire la regarda avec surprise, comme s'il avait oublié sa présence. « Des dettes de jeu, principalement. Votre beau-père a développé une passion malheureuse pour les tables de jeu de Bordeaux et de Paris. Il y a également des emprunts bancaires garantis sur le domaine. » Bastien serra les poings. « Mon père a donc gaspillé en quelques années ce que sa famille avait construit en plusieurs siècles. La situation n'est pas irrémédiable, poursuivit Jean Chevalier. Avec une gestion rigoureuse et certains arrangements, le domaine peut retrouver sa splendeur. Mais cela nécessite votre retour et votre implication directe. Quels arrangements ? S'enquit Élodie, pressentant que le pire était à venir. Le notaire hésita un instant avant de répondre. Il existe un acheteur potentiel pour une partie des terres. Monsieur Auguste Beaumont, industriel prospère, souhaite acquérir les parcelles situées près de la rivière pour y installer une manufacture textile. Le visage de Bastien se durcit. Ces terres sont habitées par des familles de métayers depuis des générations. Certes, admit Jean Chevalier, mais leur expulsion permettrait de rembourser une partie substantielle des dettes. De plus, M. Beaumont offre des emplois dans sa future manufacture à tous ceux qui le souhaiteraient. Des emplois d'ouvriers pour des gens qui ont toujours été des paysans libres. Gronda Bastien. Les temps changent, monsieur, répliqua le notaire avec pragmatisme. L'industrie est l'avenir. Vous pourriez être à l'avant-garde de cette transformation, plutôt que de vous accrocher à des traditions obsolètes. Élodie observait son mari, voyant la colère et le dégoût se peindre sur ses traits. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait fui ce monde 15 ans auparavant. « Et si je refuse ?» demanda Bastien. Jean Chevalier referma sa serviette avec un claquement sec. « Dans ce cas, le domaine sera saisi par les créanciers dans les 6 mois. Tout sera vendu aux enchères, le château, les terres, les fermes. Les métayers seront expulsés sans compensation et le nom des Montclair disparaîtra définitivement. »« C'est du chantage, » murmura Élodie. « C'est la réalité, madame, » corrigea le notaire. « Votre mari a le pouvoir de sauver l'héritage familial et de protéger les familles qui dépendent du domaine. Mais cela exige des sacrifices. » Bastien resta silencieux un long moment, le regard perdu vers l'horizon. Élodie devinait le terrible dilemme qui se jouait dans son esprit. Accepter de reprendre une vie qu'il abhorrait pour sauver ceux qu'il voulait protéger, ou maintenir ses convictions au prix de la ruine de tous. « Combien de temps ai-je pour décider ?» demanda-t-il finalement. « 1 mois, tout au plus, » répondit Jean Chevalier en remontant dans sa calèche. « Passé ce délai, il sera trop tard. Les créanciers ne patienteront plus. » Après le départ du notaire, Bastien et Élodie restèrent un long moment immobiles dans leur cour, comme assommés par le poids de ces nouvelles révélations. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» murmura finalement Élodie. Bastien la regarda avec une tristesse infinie. « Je ne sais pas, Élodie. Pour la première fois de ma vie, je ne sais vraiment pas. » Le soir tombait sur Saint-Benoît-sur-Valmont, mais pour le couple, l'obscurité avait déjà envahi leur cœur. Le passé de Bastien N était plus seulement revenu le hanter. Il exigeait maintenant un sacrifice que ni l'un ni l'autre ne savaient s'ils étaient prêts à consentir. Les semaines suivant la visite du notaire
furent les plus difficiles que le couple ait jamais traversées. Bastien oscillait entre de longues périodes de silence et des moments d'agitation fébrile où il arpentait la maison comme un animal en cage. Élodie, de son côté, tentait de le soutenir tout en luttant contre ses propres doutes et interrogations. C'est dans ce climat tendu qu'un événement inattendu vint bouleverser une nouvelle fois leur existence. Un matin, alors que Élodie rangeait les affaires d'hiver dans le grenier, elle découvrit une malle ancienne dissimulée derrière des sacs de grains. Le bois sombre était orné de ferrures ouvragées et d'un blason qu'elle reconnut immédiatement, celui de la famille de Montclair. Intriguée et poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait plus contenir, Élodie força doucement la serrure rouillée. À l'intérieur, soigneusement pliés dans du papier de soie, se trouvaient des vêtements d'une élégance raffinée, un costume de cérémonie brodé d'or, une cape de velours bordeaux et plusieurs chemises de lin d'une finesse extraordinaire. Mais ce qui attira véritablement son attention, était un coffret de bois précieux niché au fond de la malle. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, révélant une collection de documents qui allaient changer sa perception de toute l'histoire. Le premier document était un contrat rédigé de la main même du père de Bastien, daté de 20 ans auparavant. Élodie dut s'y reprendre à plusieurs fois pour en comprendre la portée. Le comte Henri s'engageait à céder gratuitement une partie significative de ses terres aux familles de métayers qui les cultivaient, en reconnaissance de leur loyauté et de leur labeur séculaire. Sa main se porta à sa bouche dans un geste d'étonnement. Ce contrat, jamais signé mais entièrement rédigé, prouvait que le père de Bastien avait eu, à un moment donné, l'intention d'honorer exactement les valeurs pour lesquelles son fils s'était battu. Le deuxième document était une lettre personnelle du comte, adressée à Bastien, mais jamais envoyée. Écriture, d'abord ferme, devenait de plus en plus tremblante au fil des lignes. « Mon fils, je comprends aujourd'hui que tes convictions n'étaient pas de la naïveté, mais de la sagesse. J'ai passé ma vie à exploiter ceux qui me faisaient confiance, et le poids de cette réalité devient insupportable. Si tu lis ces mots un jour, sache que j'ai tenté de réparer mes erreurs, mais qu'il était peut-être déjà trop tard. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle tenait entre ses mains la preuve que l'homme que Bastien décrivait comme un tyran avait, dans ces dernières années, tenté de suivre l'exemple moral de son fils. Le troisième document la laissa sans voix. Il s'agissait d'un testament secret, rédigé 3 ans auparavant, dans lequel le comte Henri léguait l'intégralité du domaine non pas à Bastien directement, mais à une fondation que ce dernier devrait créer pour redistribuer les terres aux familles qui les cultivaient depuis des générations. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en réalisant l'ampleur de cette révélation. Mais le plus troublant restait à venir. Au fond du coffret, elle découvrit une épaisse liasse de lettres attachées par un ruban rouge. Ces lettres, toutes récentes, provenaient des métayers du domaine de Montclair. Ils y suppliaient Bastien de revenir, non pas pour reprendre sa place de maître, mais pour les aider à réaliser le rêve de son père, transformer le domaine en une coopérative où chacun serait propriétaire de la terre qu'il cultivait. « Monsieur Bastien, » écrivait l'un d'eux, « votre père nous a parlé de vous avant de partir. Il nous a dit que vous étiez le seul à pouvoir nous aider à réaliser son dernier souhait. Nous ne voulons pas d'un maître, nous voulons un guide vers la liberté. » Élodie était bouleversée. Tout ce qu'on leur avait dit, par Marguerite, par le notaire, était soit incomplet, soit délibérément trompeur. Le père de Bastien N n'était pas seulement un noble repentant. Il était devenu un visionnaire qui voulait révolutionner le système féodal de l'intérieur. Elle descendit précipitamment du grenier, les documents serrés contre sa poitrine. Elle trouva Bastien dans la grange, occupé à réparer une charrue, le visage sombre et fermé. « Bastien, » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, « il faut que tu vois ceci. » Il leva les yeux, surpris par l'urgence dans sa voix. Quand elle étala les documents devant lui, son visage se transforma progressivement. La stupéfaction, puis l'incrédulité, puis enfin une émotion profonde qu'il tentait vainement de contenir. « Où as-tu trouvé tout cela ?» murmura-t-il en prenant la lettre personnelle de son père. « Dans le grenier, dans une malle que tu avais cachée. » Répondit Élodie. « Bastien, ton père, il avait changé, il voulait réaliser exactement ce pourquoi tu t'es battu. » Bastien lut et relut les documents, ses mains tremblant légèrement. 15 années de rancœur et d'incompréhension s'effritaient devant ces preuves irréfutables.
Pourquoi Marguerite et le notaire ne m'ont-ils rien dit de tout cela? Demanda-t-il, la voix étranglée. Peut-être parce que ça ne servait pas leurs intérêts, suggéra Élodie. Si tu savais que ton père voulait donner les terres aux métayers, tu ne pourrais plus les vendre à cet industriel. Bastien se laissa tomber sur une botte de foin, accablé par ces révélations. Élodie, si tout ceci est vrai, alors je ne peux pas laisser ces familles à leur sort. Mais cela signifie que nous devons partir, termina-t-elle doucement. Que nous devons quitter cette vie pour accomplir quelque chose de plus grand. Ils se regardèrent longuement, conscients tous deux que leur existence tranquille touchait à sa fin. Mais pour la première fois depuis des semaines, Élodie vit dans les yeux de son mari non plus du désespoir, mais une détermination nouvelle. Car il venait de découvrir que le combat de Bastien, N, n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. 3 jours après la découverte bouleversante d'Élodie, Bastien prit la décision qui allait changer le cours de leur existence. Au petit matin, il attela leur charrette et y chargea soigneusement les documents trouvés dans le grenier, ainsi que quelques affaires personnelles. « Nous partons pour Bordeaux », annonça-t-il à Élodie avec une détermination qu'elle ne lui avait pas vue depuis longtemps. « Il est temps d'affronter la vérité et de découvrir ce qui se cache vraiment derrière les manœuvres de Marguerite et du notaire. » Le voyage jusqu'au domaine de Montclair leur prit 2 jours. Élodie découvrait pour la première fois le monde d'où venait son mari. Des paysages vallonnés couverts de vignobles, des villages prospères, et finalement, au détour d'une colline, le château familial qui se dressait majestueusement dans la lumière dorée du couchant. Malgré sa beauté, le domaine portait les stigmates de l'abandon. Les jardins étaient envahis par la végétation sauvage, plusieurs volets pendaient de guingois, et une atmosphère de mélancolie flottait sur l'ensemble. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Marguerite les attendait sur le perron, accompagnée de Jean Chevalier et d'un homme corpulent que Élodie devina être Auguste Beaumont, l'industriel désireux d'acheter les terres. « Bastien », dit Marguerite d'un ton qui se voulait accueillant mais trahissait sa nervosité. « Je ne t'attendais pas si tôt. »« J'imagine bien », répliqua Bastien en descendant de la charrette, les documents de son père sous le bras. « Nous devons parler, Marguerite. En privé. » L'expression de sa tante changea imperceptiblement quand elle aperçut les papiers qu'il tenait. « Bastien, laisse-moi te présenter Monsieur Beaumont. Il était impatient de faire ta connaissance. Plus tard, » coupa Bastien fermement. « D'abord, j'aimerais visiter les terres et rencontrer les métayers. Ce qu'ils découvrirent lors de cette visite dépassa leurs pires craintes. Les familles de paysans vivaient dans des conditions précaires, terrorisées à l'idée d'être expulsées. Plusieurs d'entre elles avaient déjà reçu des avis d'éviction signés par Marguerite, agissant soi-disant au nom du comte absent. « Monsieur Bastien, » dit le vieux Pierre Moreau, un métayer aux cheveux blancs, « votre père nous avait promis que les choses changeraient. Il disait que vous reviendriez pour nous aider à devenir propriétaires de nos terres. Mon père vous a vraiment dit cela ?» demanda Bastien, ému. « Oh oui, monsieur. Il avait même commencé à faire préparer les papiers. Mais depuis qu'il est parti se soigner à Paris, Madame Marguerite nous dit que tout a changé, que les dettes obligent à vendre. » Élodie et Bastien échangèrent un regard lourd de sens. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Le soir même, dans le bureau paternel du château, Bastien confronta directement Marguerite et Jean Chevalier. Il étala sur la grande table d'acajou tous les documents qu'Élodie avait découverts. « Expliquez-moi, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « Pourquoi vous ne m'avez jamais parlé des véritables intentions de mon père ?» Marguerite pâlit en reconnaissant les papiers. Jean Chevalier, lui, tenta de garder contenance. « Bastien, commença-t-il, ces documents, ton père les a rédigés dans un moment de faiblesse, quand sa santé déclinait. Il n'était plus en possession de toutes ses facultés. »« Menteur, » rugit Bastien. « Ces lettres sont datées d'il y a seulement 6 mois. Et regardez cette correspondance avec les métayers. Elle prouve qu'il avait parfaitement conscience de ses actes. » Marguerite finit par craquer sous la pression. « Très bien, » dit-elle avec amertume. « Ton père avait effectivement l'intention de donner les terres aux paysans. Mais cette décision aurait ruiné la famille. Ces terres valent une fortune, Bastien. Avec la vente à Beaumont, nous pouvions tous vivre confortablement. »« Nous ?» répéta Bastien. « Oh, de quel droit prends-tu ces décisions? Du droit de celle qui a géré ce domaine, pendant que ton père sombrait dans la culpabilité et que toi, tu jouais au fermier, explosa-t-elle. J'ai sauvé ce qui pouvait l'être. »
Jean Chevalier tenta d'intervenir. « Bastien, soyons raisonnables. L'idée de ton père était généreuse, mais impraticable. Ces paysans n'ont ni l'éducation ni les moyens de gérer de telles propriétés. Contrairement à mon père qui a dilapidé l'héritage familial au jeu, rétorqua Bastien avec ironie. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Finalement, Bastien se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les vignobles. « Voici ce qui va se passer », annonça-t-il sans se retourner. « Je vais honorer la volonté de mon père. Les terres seront distribuées aux familles qui les cultivent. Conformément à ses souhaits, une fondation sera créée pour les accompagner dans cette transition. « Et les dettes ?» demanda Jean Chevalier. « Nous vendrons le château et une partie des vignobles pour les rembourser. Ce qui restera suffira largement à assurer l'avenir des métayers. » Marguerite se leva brusquement. « Tu es fou, Bastien. Tu détruis des siècles de traditions familiales. »« Non, » répliqua-t-il en se retournant enfin. « Je les accomplis enfin dignement. » Les mois qui suivirent furent intenses. Bastien et Élodie s'installèrent temporairement au château pour superviser la transition. Avec l'aide d'avocats progressistes, ils mirent en place un système révolutionnaire. Chaque famille de métayers devint propriétaire de sa parcelle, et une coopérative fut créée pour la commercialisation des récoltes. Auguste Beaumont, furieux de voir ses plans contrariés, tenta quelques manœuvres légales. Mais les documents laissés par le père de Bastien étaient irréfutables. Un an plus tard, le domaine de Montclair était devenu le premier exemple en France d'une propriété aristocratique transformée en coopérative paysanne. L'expérience fit sensation dans les milieux intellectuels et politiques de l'époque. Bastien et Élodie, quant à eux, choisirent de rester vivre dans une modeste maison au cœur du domaine, continuant à cultiver leurs propres parcelles tout en aidant les autres familles dans leur nouvelle indépendance. « Es-tu heureux ?» demanda un soir Élodie à son mari, tandis qu'ils contemplèrent le coucher de soleil depuis leur jardin. Bastien sourit et la prit dans ses bras. « Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de être exactement là où je dois être, avec toi, pour une cause juste. Même si cela signifie renoncer définitivement à la tranquillité de notre ancienne vie. Notre ancienne vie était bâtie sur le mensonge, répondit-il doucement. Cette nouvelle vie, nous la construisons sur la vérité. Et c'est avec toi que je veux la vivre. » Élodie ferma les yeux, savourant ce moment de paix après tant de bouleversements. Elle avait épousé un simple fermier et découvert qu'il était un noble. Mais au final, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux encore. Un homme de conviction, capable de transformer ses idéaux en réalité. Dans les vignobles de Montclair, les nouvelles familles propriétaires travaillaient leurs terres avec une fierté nouvelle. Et dans les salons parisiens, on commençait à murmurer qu'un vent de changement soufflait sur la France, porté par l'exemple d'un comte qui avait choisi l'humanité plutôt que le privilège. Chers spectateurs, nous espérons que l'histoire de Bastien et Élodie vous a touché autant qu'elle nous a émeux en la créant. Cette histoire d'amour et de conviction nous rappelle que les plus beaux changements naissent souvent du courage de remettre en question nos certitudes. Pour découvrir d'autres récits passionnants qui explorent les dilemmes du cœur et de la conscience, n'hésitez pas à explorer notre playlist spéciale en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime pour nous soutenir. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui célèbrent la complexité et la beauté de l'expérience humaine. Dites-nous dans les commentaires quelle émotion cette histoire a éveillé en vous et retrouvez-nous très bientôt pour de nouvelles aventures du cœur.